Bonjour à tous, donc je suis Bénédicte Kunsiger et je travaille, comme Madame la directrice vous l'a dit, au CCSD qui est le Centre pour la communication scientifique directe. Nous sommes basés à Villeurbanne, donc à Lyon. Alors, qu'est-ce que c'est que le CCSD? Le CCSD, c'est une unité mixte de services du CNRS. Nous avons aujourd'hui 4 tutelles qui sont donc bien sûr le CNRS, mais aussi l'INRIA, donc la même chose pour l'informatique, l'INRA, donc recherche agronomique, et l'Université de Lyon. Pourquoi sommes-nous à Lyon? Parce que historiquement, le CCSD a été créé à Lyon et en particulier à l'IN2P3. Et Lyon dispose d'un centre de calcul de l'IN2P3 et donc le CCSD développe principalement une application dont vous avez dû entendre parler qui est HAL, une archive ouverte nationale. Et donc toutes nos machines sont au centre de calcul de l'IN2P3. Voilà, donc moi au CCSD, je m'occupe principalement de tout ce qui est utilisateur, donc aussi bien l'assistance, le support, les formations, et puis je suis aussi product owner dans la méthode agile, donc pour les développements en mode agile, avec un des informaticiens du CCSD. Nous sommes 2. Je vais vous parler aujourd'hui en fait de l'identité numérique du chercheur et plus particulièrement des identifiants chercheurs. Alors, l'identité numérique du chercheur d'abord, donc une définition pour commencer. Donc l'identité numérique, c'est la collection des traces donc qu'on laisse consciemment ou inconsciemment au fil de nos navigations sur le réseau et de cet ensemble de traces tel qu'il apparaît remixé par les moteurs de recherche, puisqu'on sait bien que les moteurs de recherche en fait avalent toute notre présence sur le web et en ressortent des résultats. Donc il y a plusieurs types de traces, les traces profilaires, donc c'est ce que je dis de moi, c'est mon profil en fait, ce que j'écris, qui suis-je. Les traces navigationnelles, donc ça ce sont les sites que je fréquente, sur lesquels je commente ou achète, c'est comment je me comporte sur le web. Et puis les traces inscriptives et déclaratives, là on est plus dans l'ordre de ce que je pense, c'est-à-dire mes idées, mes opinions. Dans la recherche, on a beaucoup de chercheurs par exemple qui ont un compte Twitter ou un blog. Alors le blog c'est peut-être moins courant dans vos domaines de recherche, mais par exemple en SHS, en sciences humaines et sociales, c'est très courant d'avoir un blog de recherche et en particulier sur une plateforme que vous connaissez peut-être en SHS qui s'appelle la plateforme Hypothèse, qui a des carnets de recherche, des blogs de chercheurs dans ces domaines SHS. Et en fait, tout est indexable, en fait, qu'il s'agisse du web public ou du web privé, des blogs, des réseaux sociaux, mais même des courriels. Certains courriels peuvent être indexés. Alors, je vais juste citer aussi la e-réputation, c'est ce qu'on dit de moi, parce qu'il y a les traces que je laisse, et puis il y a les traces aussi que d'autres laissent sur moi. Donc, ce que l'on dit de moi, et donc toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le personal branding, donc la marque, moi comme marque en fait, puisqu'aujourd'hui, c'est ça aussi, on le sait bien, quand on est sur un réseau social, quand on s'exprime sur Twitter, sur des blogs, etc., on se travaille soi en tant que marque. Il y a une notion d'image donc qu'on donne, qui est perçue, de confiance et de crédibilité. Et donc, il faut toujours commencer pour voir un peu cette e-réputation par se googliser, c'est-à-dire, je pense que tout le monde l'a fait une fois ou l'autre, se chercher sur Google et voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui sort? Est-ce que ce sont des articles, son blog, son CV? Voilà. Et puis aussi, non seulement ce que moi j'ai laissé, mais ce que les autres ont laissé sur moi. Alors au niveau de la recherche, plus particulièrement donc des chercheurs, le modèle classique jusqu'à maintenant pour une visibilité de la recherche et des chercheurs était basé sur l'éditeur qui assurait la production. Enfin la production, c'est le chercheur qui assure la production, mais en tout cas la mise en forme, on va dire, le peer reviewing, etc. et la circulation des contenus scientifiques publiés. Et donc c'est l'éditeur qui était au centre aussi de la construction de la réputation académique des chercheurs.
Aujourd'hui, l'évolution, c'est qu'on a une multiplication, bien sûr, avec le web, une multiplication des lieux de visibilité et une diversification des contenus aussi. C'est-à-dire qu'on a un développement très grand des outils alimentés par les internautes eux-mêmes, par les chercheurs eux-mêmes ou leur institution. Ça va être les archives ouvertes, hein, vous connaissez. Alors donc, bien sûr, HAL par exemple. Dans d'autres domaines, ça va être archive, en physique par exemple, ou en maths. Et puis, tout ce qui est réseaux sociaux, que vous devez connaître aussi, les blogs, etc. Donc la communication scientifique se diversifie et en plus se dissémine beaucoup plus largement qu'autrefois, puisqu'autrefois c'était réservé, on va dire, au périmètre de l'édition et de la distribution. Les éditeurs l'ont d'ailleurs bien compris et on verra juste après qu'ils enjoignent et ils donnent de plus en plus de conseils aux chercheurs pour prendre en main vraiment leur communication. Donc l'identité numérique du chercheur, aujourd'hui on a des outils de profil, donc des pages personnelles, des pages institutionnelles. En général les universités, les labos ont des pages sur leurs chercheurs. Et les chercheurs ont leur propre page, ils font des CV, ils sont aussi sur des réseaux sociaux, type Academia, ResearchGate, LinkedIn par exemple, et ils ont quelquefois des identifiants chercheurs. Ils déposent aussi beaucoup de contenu qu'on trouve sur les plateformes d'éditeurs, toujours bien sûr, et quelquefois en open access, PLOS par exemple, même si il faut payer, des archives ouvertes avec le dépôt par le chercheur donc à l'archive, les réseaux sociaux, les plateformes de contenu aussi, puisqu'on a des chercheurs aussi qui vont partager leurs présentations sur SlideShare par exemple, voire même avoir une chaîne YouTube, pourquoi pas. Le chercheur donc produit de l'information aussi sur des wikis, sur des blogs, sur du microblogging, ce qu'on appelle du microblogging par exemple Twitter, etc. Et puis il y a aussi, lié à tout ça, des outils d'impact qui sont nouveaux, donc des métriques qui sont nouvelles, si on peut dire, aussi bien sur les éditeurs que sur les archives ouvertes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir combien de fois votre notice, la notice de votre article a été consultée, et puis combien de fois aussi votre article a été téléchargé par exemple. Donc tout ça, bien sûr, toutes ces manifestations de la présence d'un chercheur sur le net, il va falloir définir une stratégie pour construire cette identité numérique et pour ne pas la laisser s'épanouir dans des tas de directions différentes. Il va falloir vraiment avoir une stratégie de construction. Donc vous voyez aujourd'hui qu'accroître sa visibilité, c'est aussi important que produire. Finalement, toutes les universités ont leurs propres conseils à donner pour accroître cette visibilité de la recherche et des chercheurs. Et les éditeurs aussi, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que la publication n'est plus une fin en soi, en quelque sorte. Il va falloir, une fois qu'on a publié, en plus, disséminer, enfin montrer cette publication, la rendre visible, donc communiquer autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le publish or perish, qui était autrefois un peu la règle, il faut publier absolument. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, il faut être visible en plus. Donc tout ça, c'est la constitution justement d'une identité numérique pour rendre visibles ces publications et sa recherche se rendre visible. Donc l'identité numérique des chercheurs, il faut la maîtriser pour toutes ces raisons, des raisons de visibilité, comme je viens d'en parler, de protection aussi, c'est-à-dire il faut faire attention à ce qu'on dit de soi, à son profil, à aussi maîtriser ses droits d'auteur, éviter le plagiat, des choses comme ça. Pour des doctorants, ça peut être aussi une question d'employabilité, c'est-à-dire que même si le doctorant n'a pas publié beaucoup, il va falloir qu'il se construise une stratégie de visibilité pour montrer ce qu'il fait, éventuellement sa thèse, ses sujets de recherche, etc., etc. Construire vraiment son identité numérique, sans oublier, une fois qu'il a soutenu sa thèse, par exemple, de la déposer en archive ouverte. C'est extrêmement important. Il y a des notions de reconnaissance professionnelle, de veille aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la veille, suivre l'actualité de sa discipline, suivre des travaux innovants, par exemple au sein des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui est demandé, comme la notion de réseau, construire un réseau de contacts
et d'échanger et partager avec sa communauté de recherche. Et puis des notions d'impact, donc de rendre facilement accessibles ces publications pour faciliter aussi sa citabilité. On sait que, par exemple, une publication en open access est beaucoup plus citée et beaucoup plus lue qu'une publication fermée. Alors, construire son identité numérique, je ne vais pas faire un cours là-dessus parce que ça prendrait, il y a des tas de choses qui existent autour de ça, mais je dirais juste 2-3 choses. Il faut faire attention, quelques points d'attention lorsqu'on essaye de réfléchir à sa stratégie. Réfléchir aux outils privés et publics. Alors là, je ne l'ai pas mis dans le bon sens parce que ce sont plutôt les réseaux sociaux qui sont des outils privés. Type ResearchGate, Academia, qui sont très utiles parce qu'il y a le côté international, communauté internationale, se faire connaître, etc. Mais attention à vos données personnelles qui sont quand même le fonds de commerce de ces réseaux. Par rapport à des archives ouvertes comme HAL ou Archive ou des choses comme ça, où là, on est vraiment dans le domaine public, avec en particulier un archivage pérenne des documents que vous déposez, et public. La notion aussi quand même de souveraineté nationale, je dirais, puisque les documents sont archivés en France, ce qui n'est pas le cas forcément des réseaux sociaux. Le droit aussi qui est lié aux publications. Dans HAL, n'oubliez pas que le droit par rapport à la publication est vérifié, c'est-à-dire dans le cadre de la loi pour une république numérique, nous respectons ce droit, ce qui n'est pas toujours le cas dans les réseaux sociaux. ResearchGate et Academia se sont d'ailleurs fait reprendre par les éditeurs plusieurs fois pour enlever les fichiers qui ont été déposés. Et puis je finirai juste par un petit détail, mais qui a son importance et auquel on ne pense pas, c'est l'identification des fichiers. Quand vous déposez un fichier, attention à toujours avoir un nom explicite du fichier, votre nom, des choses comme ça. Et puis même dans le fichier, il n'y a pas que le nom du fichier, n'oubliez pas de vous mettre en tant qu'auteur. C'est-à-dire on a trop de fichiers encore qui arrivent où il y a juste le titre, mais en fait on ne sait pas qui est l'auteur. C'est-à-dire que si votre fichier se balade, on ne sait pas exactement qui l'a écrit. Donc c'est important de penser à ça. Toujours aussi faire la part entre la communication personnelle d'une part et institutionnelle d'autre part. Et puis, très très important, penser à la cohérence et à la mise à jour des sites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir tellement de manifestations de soi sur le web qu'il faut essayer de limiter un peu ça. En tout cas, limiter ça dans la mesure où il faut absolument mettre à jour régulièrement. Alors, il y a des outils de synchronisation qui existent, qu'on verra plus tard, qui sont très importants, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir 10 sites dont pas un n'est à jour. Essayez d'uniformiser aussi sa présentation, en particulier la photo, pas mettre à chaque fois une photo différente, mais toujours la même, des choses comme ça. Pensez à l'interopérabilité, c'est le maître mot en fait de toute communication. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur l'identité numérique, je vous ai donné les principes essentiels et on va plutôt parler d'identifiant du chercheur. Pourquoi ? Vous voyez ici que j'ai cherché en fait tout simplement sur Google, qui reste quand même le moteur principal de recherche, il faut le dire. Donc j'ai cherché Florent Laroche, qui est un chercheur sur Google, et voilà ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire que j'ai trouvé 2 CV. Ce sont 2 CV HAL, qui ont été créés sur HAL, et on voit en fait qu'il s'agit bien de 2 personnes différentes. Il y a un Florent Laroche qui doit être à Nantes et un autre à Lyon 2. Voilà. Donc il s'agit bien de 2 personnes différentes, ils ont le même nom, le même prénom. D'où la notion d'identifiant chercheur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un identifiant chercheur ou auteur ? C'est un code numérique permanent qui va être attribué à un chercheur et qui va identifier de façon univoque ce chercheur dans un environnement numérique donné. Je veux dire par là que vous allez avoir, par exemple, un identifiant chercheur par base de données. Quand vous êtes sur HAL, vous pouvez construire votre identifiant chercheur. Quand vous êtes sur le WOS aussi, etc. Et cet identifiant, il va attribuer de façon univoque à ce chercheur les produits dont il est l'auteur. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir un chercheur avec un identifiant et à partir de cet identifiant, retrouver tout ce qui lui appartient en quelque sorte. Alors, pourquoi ça ? On l'a vu, il y a des problèmes d'homonymie, même prénom, même nom.
Mais en fait, on s'aperçoit que sur une base de données, quelle que soit la base de données, on a la création de formes auteurs différentes pour un même chercheur. C'est-à-dire que vous allez avoir, pour reprendre l'exemple précédent, un Florent Laroche, mais vous allez avoir aussi une forme auteur qui est F Laroche, et puis une autre qui est F.Laroche. Et pour peu que vous ayez un prénom composé, on va vite sur J-P Laroche, J.P, etc. Et à chaque fois, ça forme une forme auteur différente. Donc l'objectif de l'identifiant auteur, ça va être justement de dire cette personne, c'est la même que celle-ci, c'est la même que celle-là. Il y a d'autres problèmes qui sont liés aux translittérations, par exemple, d'une langue à l'autre, où quelquefois on peut avoir deux formes auteurs différentes alors qu'il s'agit du même auteur. Des erreurs, et puis des changements de nom. Ça, on n'y pense pas forcément, mais par exemple, dans notre culture, une femme qui se marie, au moins autrefois, elle avait un nom dit de jeune fille, et puis elle se marie, elle a un nouveau nom. Souvent, quand elle publie, elle accole les deux noms, mais souvent sa thèse, elle l'a passée avec une forme auteur, et puis quand elle se marie, elle publie en accolant les deux noms, et puis si elle divorce, etc., etc. Donc vous pouvez avoir aussi différentes formes auteurs, et c'est légitime. C'est-à-dire qu'une thèse, si on l'a écrite sous un nom, c'est une forme auteur, une publication après, c'en est une autre. Donc il faut pouvoir dire qu'il s'agit bien du même auteur, mais vous ne pouvez pas en garder qu'une. Donc voilà, le tout, c'est d'arriver à identifier les formes auteurs. Donc il faut désambiguiser les noms pour identifier de façon forte l'auteur, et le but évidemment c'est d'avoir accès à toutes ces publications, voire même avec d'autres productions, par exemple les données, on en a parlé juste avant, les données qui deviennent très importantes, les jeux de données. Donc c'est pareil, il va falloir pouvoir lier un chercheur à des publications, à des jeux de données, voire même à des financements, etc., etc. Donc il s'agit de créer un profil chercheur et éventuellement même un CV. Alors, des identifiants chercheurs, il en existe beaucoup. l'ISNI, le VIAF, l'IDREF, ça c'est une première partie. L'IDEA, les archives sur les archives ouvertes. Et puis Scopus ID, Researcher ID et ORCID. On va balayer rapidement ces types d'identifiants. Donc les identifiants de type autorité, ce sont généralement des identifiants qui sont faits dans le monde des bibliothèques, qui est confronté à ce problème depuis très très longtemps en fait, et qui a créé des identifiants, alors je ne vais peut-être pas les détailler, mais le tout étant de normaliser les points d'accès aux notices bibliographiques, par exemple par une forme auteur d'autorité. Alors, je vais surtout... Ça, ce sont des identifiants donc plutôt créés dans les mondes de bibliothèques et qui ne sont donc pas créés par le chercheur. Celui en France qu'on connaît le plus, c'est l'IDREF. L'IDREF étant créé par l'ABES, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et l'IDREF, par exemple, à partir du moment où vous avez publié un ouvrage ou créé votre thèse, enfin fait votre thèse, vous avez un IDREF. Vous ne le savez pas forcément, mais vous en avez un. Et l'IDREF, l'objectif est de l'interconnecter avec toutes les autres bases de données qui peuvent exister. Par exemple, PERSE, que vous connaissez peut-être mal parce que c'est surtout en SHS, c'est la numérisation d'articles en SHS de vieilles revues. HAL, donc l'archive ouverte HAL, et puis ORCID, qui est un autre identifiant qu'on va voir. Donc l'idée, ça doit être thèse.fr, donc c'est de connecter tout ce système et d'avoir un identifiant de référence. Et puis sinon, on a les identifiants vraiment chercheurs, c'est-à-dire créés par le chercheur. Par exemple, vous avez le Researcher ID dans le WOS. Donc ça, c'est un identifiant qui est créé par le chercheur et qui va pouvoir, avec cet identifiant, et ben c'est ça en fait. À chaque fois, il va chercher sur le WOS et il va dire ça c'est bien moi, ça c'est bien moi, ça c'est bien moi. Il va rassembler les différentes formes auteurs qui peuvent exister sur le WOS et du coup, il va récupérer dans son profil, lié à son identifiant Researcher ID, toutes les publications qui sont dans le WOS et qui correspondent à lui. On a un autre identifiant, le Scopus ID, en fait, qui est lié à Elsevier, donc à la base Scopus. Il n'est pas créé directement par le chercheur, mais ça revient au même, c'est-à-dire qu'on va essayer de lier les différentes formes auteurs qu'on trouve pour une personne donnée et de récupérer, l'objectif étant de récupérer les publications, bien sûr, qui sont derrière. Alors,
quelquefois, voilà, bon, c'est juste si il y a la création de plusieurs Scopus ID, l'auteur a la possibilité de demander de les rassembler. Ensuite, on a les plateformes d'archives ouvertes qui font leur propre identifiant. Donc, par exemple, sur Archive, donc, qui est plutôt en physique, maths, etc., où il y a un identifiant auteur possible. Et puis, sur la plateforme HAL d'archives ouvertes, il y a ce qu'on a appelé, nous, l'idéal, qui est donc un identifiant particulier. Cet identifiant, il est créé par le chercheur sur la plateforme d'archives ouvertes HAL. Donc, c'est lui qui va, donc il a une interface où il va aller chercher les différentes formes auteurs qui peuvent lui correspondre. S'il a un homonyme, eh ben, il va pouvoir même choisir les publications qui lui correspondent à lui et pas celles de son homonyme. Et puis comme ça, il va regrouper toutes ces formes auteurs qui sont présentes dans HAL sous un identifiant unique, l'idéal. L'idée derrière, c'est de générer un CV pour le chercheur, avec bien sûr tous les documents qu'il a déposés dans HAL ou qui sont dans HAL, et puis d'autres informations qu'il peut récupérer. Et par exemple, il va pouvoir récupérer des informations de son profil. Il va pouvoir récupérer la photo, s'il en a mis une dans son profil. Il va pouvoir récupérer un certain nombre de choses comme ça, les identifiants chercheurs, s'il en a mis dans HAL, des choses comme ça. On va voir un peu plus loin. Et puis, les CV dans HAL sont toujours construits de la même façon, enfin l'URL du CV, elle est toujours construite sous cette forme. Donc l'idéal, il est créé par le chercheur, c'est lui qui choisit ce qu'il va mettre comme idéal. Alors l'idéal, en fait, on a vu tout à l'heure, ça va être Florent, je ne sais plus quel était le nom, je ne sais pas moi, Florent Marcel ou Marcel Florent, enfin voilà. C'est lui qui choisit la forme alphanumérique de son idéal. À la limite, il pourrait mettre son numéro de sécu, s'il voulait vraiment. C'est lui qui le choisit, et ça sert ensuite à faire l'URL de son CV qu'il crée sous HAL. Voilà par exemple un CV qui est créé sous HAL, et on voit donc qu'il y a les publications d'un côté, et puis des widgets qui vont, en fait, qui sont des vues sur certains points de vue par rapport à ces publications. Par exemple, le widget projet ANR, il va prendre partout dans ces publications, chaque fois que vous avez le projet Paludisme et diversité de l'environnement urbain africain, on voit que cette personne a posté des publications qui ont été financées par ces projets ANR. Alors, l'identifiant auteur aujourd'hui qui va un petit peu être prégnant sur les autres, c'est ce qu'on appelle l'ORCID, l'Open Researcher and Contributor ID, qui est un identifiant un peu particulier parce qu'en fait, il ne dépend pas d'une plateforme particulière. L'idéal, il dépend de HAL, le Researcher ID, il dépend de la plateforme WOS. Ici, vous avez un identifiant qui est créé donc par une organisation internationale ouverte à but non lucratif, même si à l'intérieur du conseil d'administration de ORCID, qui est cette organisation internationale, vous avez aussi bien les grands organismes que tous les grands éditeurs, en particulier Elsevier, Wiley, etc. C'est gratuit pour une adhésion individuelle, c'est-à-dire qu'un chercheur qui va créer son ORCID, son identifiant unique, c'est gratuit pour lui, c'est payant pour les organisations qui peuvent jouer le rôle de tiers de confiance. J'expliquerai après ce que ça veut dire pour une organisation. Donc la communauté ORCID, ce sont les chercheurs, les universités, les organismes de recherche publics et privés, les agences de financement, les éditeurs, etc. C'est un identifiant chercheur pérenne, qui se veut pérenne et qui va relier, en fait c'est ça la nouveauté de cet identifiant par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il va chercher à relier le chercheur à toutes ses activités et pas seulement ses publications, mais aussi ses financements, les prix qu'il peut avoir, son parcours professionnel, etc. C'est vraiment toute la vie du chercheur. Là, on est vraiment dans, c'est le numéro de sécu du chercheur. Dans le cadre du plan national pour la science ouverte dont on a parlé dans l'introduction, il est question d'une adhésion nationale à ORCID. Alors, vous pouvez aller voir orcid.org, un peu leurs principes, leurs feuilles de route, etc. Je vais passer. Donc ORCID, quelle est vraiment
la caractéristique principale, c'est qu'il est indépendant des plateformes. On place vraiment le chercheur au cœur d'un système entre ses affiliations, donc universités, labos, etc., les financements et la publication. Et donc, à chaque fois, il y a un échange d'informations à tous les niveaux, dans tout le workflow de la recherche. Et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment tous les aspects de l'activité du chercheur. Donc, la constitution de l'ORCID est très très simple. Hein. Vous allez sur leur site, et puis en quelques minutes, c'est fait. Hein. Vous vous enregistrez. Vous avez des informations à donner sur votre profil, par exemple. Donc ici, on voit la création au départ. Vous constituez votre profil avec un certain nombre d'informations. Éventuellement, vous pouvez donner les différentes formes sous lesquelles on peut vous trouver comme chercheur. Vous allez aussi paramétrer la confidentialité des informations qui sont sur ORCID, donc soit en mettant des informations qui sont fermées, soit au contraire très ouvertes, soit à seulement un certain nombre d'organismes. Par exemple, justement, votre université, si elle a adhéré à ORCID, vous pouvez lui laisser... Alors, c'est non seulement le droit de voir vos informations, mais c'est aussi, et c'est là la confiance avec une organisation, c'est-à-dire que vous allez accepter par exemple que cette organisation verse des choses sur votre profil ORCID ou récupère des choses de votre profil ORCID. Donc vous voyez que l'ORCID, donc quelqu'un qui a créé son ORCID, il va avoir un certain nombre de choses à remplir qui vont être aussi bien quel est son parcours professionnel, que quel est son parcours, on va dire, universitaire lors de ses études, que ses travaux. Hein. C'est-à-dire qu'il va pouvoir rentrer toutes ses publications. Pour ça, on va l'aider, c'est-à-dire que on va lui proposer un certain nombre de bases de données pour aller chercher ses publications. Et par exemple, Europe PubMed Central, ou bien le Researcher ID, grâce à son Researcher ID, tout ce qu'il a sur le WOS. Par exemple, avec le Researcher ID, vous pouvez avoir une synchronisation des données, c'est-à-dire que cet ORCID que vous avez créé, vous allez l'aligner avec votre Researcher ID sur le WOS, et il va y avoir possibilité, aussi bien sur la plateforme du WOS que sur la plateforme d'ORCID, d'aller échanger les données entre les deux plateformes, des données de profil et bien sûr les publications. C'est-à-dire que si sur le WOS, vous avez déjà des publications qui ont été enregistrées par les éditeurs, vous pouvez les basculer dans votre profil ORCID pour qu'elles apparaissent au niveau de votre ORCID comme vos publications. Alors, il y a aussi un autre système qui est encore plus simple, c'est que ça passe par les éditeurs. C'est-à-dire qu'un chercheur, quand il va soumettre une publication, l'éditeur va lui demander son identifiant ORCID, qui va suivre en fait tout le processus de la publication, ou en tant que peer reviewer, c'est la même chose. On peut lui demander son ORCID, et ça va suivre un peu tout le workflow de la publication. Ensuite, la publication, une fois que c'est publié, comme vous le savez, ces publications ont un identifiant qu'on appelle le DOI. Dans ce DOI, qui est géré par une agence qui s'appelle Crossref, il y a des métadonnées qui accompagnent ce DOI, qui sont par exemple le nom de la revue, bien entendu, le numéro, l'année, et puis des métadonnées aussi sur les auteurs de l'article. Et donc, dans ce DOI, attaché à ce DOI et au niveau de l'agence Crossref qui gère les DOI, vous avez toutes ces informations, et donc en particulier les informations de l'auteur, et donc l'ORCID de l'auteur. Et grâce à ces informations, Crossref va directement verser dans votre ORCID la publication qui vient de paraître. C'est-à-dire que le chercheur n'a plus rien à faire. À partir du moment où il a donné son ORCID à l'éditeur en début de processus, à la fin, la publication va s'incrémenter dans son compte ORCID directement via l'agence Crossref. C'est un des exemples.
Je vais passer assez vite, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont déjà ce système, hein, comme PLOS ou comme Elsevier, c'est-à-dire dans le processus de publication, l'auteur, on lui demande son ORCID et c'est reversé directement chez lui. Là aussi, il y a un accord avec le NIH aux États-Unis pour que le CV qui est fait par cet organisme puisse récupérer des informations d'ORCID directement. Ils ont même demandé à ORCID un certain nombre de choses qu'ils voulaient voir présentes dans l'ORCID pour pouvoir implémenter dans le CV. Alors aujourd'hui, ORCID, c'est vraiment un identifiant qui a pris énormément d'importance. Hein. Dans les programmes européens, on vous demande, si possible, de mettre un ORCID quand vous voulez postuler, par exemple, un financement européen. Comme je vous l'ai dit aussi, dans le plan S, le plan national pour la science ouverte, où il s'agit de généraliser l'accès ouvert aux publications et aux données de la recherche, il est question d'adhérer au niveau national à ORCID, qui permet de connaître simplement et sûrement les contributions scientifiques d'un chercheur, et pas seulement les publications, mais toutes ses contributions. C'est ça aussi la différence, ORCID prend en compte toutes les activités du chercheur. Pareil pour les projets ANR, hein, pour les financements ANR, les participants au projet sont invités à renseigner en ligne leur identifiant ORCID. Donc vous voyez qu'ORCID a pris vraiment une importance considérable, mondiale, non seulement européenne, mais mondiale. Donc vous voyez qu'il existe de multiples identifiants auteurs qui pour certains sont liés à des plateformes, le WOS, Scopus, HAL, Archive, ou non. ORCID, c'est vraiment ça, il se veut l'identifiant pivot au cœur du workflow de la recherche. Il n'est pas lié à une base de données quelconque, c'est vraiment le numéro de sécurité sociale du chercheur, de sa naissance à sa mort, on va dire. Donc l'idée, c'est d'interconnecter tout ça, d'aligner tous ces identifiants sur différentes plateformes pour pouvoir échanger des informations, parce qu'on est quand même sur des systèmes qu'on ne maîtrise pas, vous ne maîtrisez pas le WOS, donc l'idée, c'est de pouvoir échanger des informations entre les plateformes, donc d'interopérabilité. On le voit d'ailleurs partout, hein, cette interopérabilité. Je reviens un peu à l'identité numérique justement. Comment indiquer qu'on a un profil à tel endroit, un identifiant à tel endroit? Par exemple, quand vous êtes sur le Researcher ID, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un badge. En fait, c'est un petit icône, hein, que vous allez placer dans d'autres sites pour dire si tu cliques ici, tu vas tomber sur mon profil derrière Researcher ID. LinkedIn a ça aussi, hein, la possibilité de mettre un petit badge LinkedIn pour placer ailleurs et relier un peu tous ces profils, toutes ces identités. Pareil, ORCID, vous voyez ici que dans le profil ORCID, il y a toujours la possibilité d'avoir un code qui va vous permettre, si vous intégrez ce code dans un autre site, d'avoir un lien sur votre ORCID. Vous pouvez même faire un QR code à partir d'un identifiant ORCID que vous allez mettre par exemple sur un poster. Si vous présentez un poster à une communication, eh bien, il vous suffit de mettre ce QR code pour que les personnes puissent aller voir votre profil et ce que vous avez fait. De même, dans le CV HAL, par exemple, nous, quand un chercheur se crée son idéal, donc son identifiant sur HAL, il a la possibilité de l'aligner, donc en fait de le faire correspondre avec d'autres identifiants et en particulier l'ORCID du chercheur. Et en les alignant, il peut aligner comme ça un certain nombre d'identifiants qui apparaissent dans son CV s'il le souhaite. Donc l'idée c'est ça, hein, c'est de chaque fois faire des liens, des rebonds d'un site à l'autre. De même, il est possible, quand on fait le CV HAL, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc on peut mettre sa photo si on veut, mais on peut mettre un widget extérieur. Donc ça, c'est un widget extérieur, c'est celui du compte Twitter du chercheur. C'est-à-dire que dans son CV apparaît et il fait remonter directement les tweets qu'il fait au fur et à mesure. C'est un CV dynamique et il peut faire remonter son compte Twitter dans ce CV. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de signaler un peu partout, de faire des rebonds d'un site à l'autre en signalant un peu toutes les manifestations de soi, que ce soit dans sa signature mail, dans les réseaux sociaux, dans sa page perso, dans les réseaux sociaux généralistes,
même dans Mendeley par exemple, dans son blog, et dans ses différents identifiants. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir faire un rebond d'un site à l'autre. Vous avez ici par exemple le compte ORCID d'un chercheur, et vous voyez que à partir de ce compte ORCID, on a un rebond vers son blog, on a un rebond vers son CV HAL, un rebond vers, alors ça doit être Scopus, son Researcher ID, et même là-haut, il a un compte sur ResearchGate qui peut apparaître. Donc, à chaque fois, vous faites un rebond d'un site à l'autre, vous signalez d'un site à l'autre ce que vous faites. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation qui était un peu rapide. Quelques références ici, parce qu'il y a énormément de choses qui existent en fait sur comment construire son identité numérique, qu'on soit un chercheur aguerri ou un doctorant. Parce que je répète que c'est important pour un doctorant d'y penser dès le départ, pour pouvoir se montrer, être visible, et bien sûr avec derrière une idée de carrière, quoi. Enfin de carrière, de commencer, de débuter une carrière. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, des formations pour ça, qui sont faites dans les universités et dans les URFIST, que vous connaissez peut-être, qui sont les unités régionales de formation en information scientifique et technique, et qui sont des unités dans les universités qui organisent des formations gratuites pour les chercheurs, les doctorants, les personnels de doc, sur toutes ces problématiques, entre autres. Voilà, je vous remercie. Avant de passer aux questions, je voudrais juste vous donner quelques points d'information qui concernent justement notre établissement. Donc nous avons un portail HAL à Paris 13. C'est la bibliothèque qui administre ce portail HAL. Et le point d'entrée, si je puis dire, c'est Karim Boualem, qui est responsable des services à la recherche pour la bibliothèque. Nous sommes en train de négocier, enfin de discuter avec Anne Pelé pour prendre un abonnement à ORCID, puisque c'est tout à fait dans les recommandations du plan national. Donc là, nous avons déjà pris contact avec eux. Pour Paris 13, l'abonnement institutionnel à ORCID est de 4 000 $. Donc là, nous sommes en train, Karim est en contact avec Anne, et nous allons essayer de finaliser et de voir comment on peut faire les choses. Je pense que tous ceux d'entre vous qui sont passés par l'épreuve de l'évaluation ont vu un petit peu comment c'était compliqué de récupérer l'ensemble de ces publications, en sachant que dans certaines disciplines, maintenant, vous pouvez aussi signaler des articles de blog, des interviews à la télévision, enfin un certain nombre de choses. Donc récupérer ces publications pour un chercheur, si vous n'avez pas d'identifiant, c'est très compliqué, parce qu'on parlait effectivement des problèmes c'est encore plus compliqué pour les femmes, puisque dès que vous changez de nom, et pour peu que vous divorciez et que vous rechangiez de nom, ça devient absolument infernal. On a aussi un problème qui n'est pas traité là, mais qui est celui des affiliations de laboratoires. On a les mêmes problèmes avec les noms de laboratoires. Donc Karim a fait un gros travail sur l'harmonisation des noms de laboratoires, mais on a la même chose. Les affiliations sont très importantes, surtout dans le domaine de la santé. On l'a évoqué lors de la dernière CR, pour tous les laboratoires INSERM et tout ce qui est aussi co-tutelle, et quand vous êtes co-auteur, enfin il faut vraiment faire attention de bien vous rattacher à votre laboratoire et de bien veiller à l'intitulé du nom de votre laboratoire. Donc il y a tout un tas de problématiques qui sont vraiment très importantes. Enfin je crois que beaucoup d'entre vous sont doctorants, mais si vous continuez dans le monde de la recherche, enfin c'est vrai que l'identifiant chercheur, donc c'est une forte recommandation, et en plus ça vous facilitera énormément la vie, et à nous aussi par la même occasion. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je pense que Bénédicte doit reprendre son train assez rapidement. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non? Alors je laisse Karim mener. Est-ce qu'elle pourrait nous laisser une trace de son PowerPoint? Oui, je crois que de toute façon ça va être diffusé, et je laisse mon PDF. Donc il y a en effet une captation vidéo qui est donc en cours, et par ailleurs on diffusera avec un accord son support de présentation. Je voulais juste dire une chose, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore d'interconnexion entre toutes les bases. C'est-à-dire qu'avec l'ORCID, on ne peut pas encore récupérer toutes les publications dans toutes les bases. Il faut justement adhérer à ORCID, avoir cet abonnement pour pouvoir le faire. Et en particulier dans HAL, c'est ce qu'on essaye de négocier avec ORCID.
la négociation avec Orchid, c'est bon, elle est faite, et maintenant, on attend au service juridique du CNRS qui donne leur accord pour qu'on signe. Et l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir, de HAL, fournir le CV, enfin le profil Orchid avec les publications qui sont dans HAL, et réciproquement, de Orchid aller chercher les publications qui sont dans HAL pour les mettre dans Orchid. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir cette... Véronique, tu avais une question. Oui, en fait, ça... C'était un peu... C'est une question qui renvoie un peu à ce que vous venez de dire, parce que vous avez pas mal parlé de l'interopérabilité entre Orchid et le WOS. Et donc du coup, chez moi, ça évoquait deux questions. C'est une association à but non lucratif, mais qui est derrière l'association, dans quel pays ça se trouve et quel est l'intérêt ou l'objectif d'Orchid. Et est-ce que c'est prévu en fait de devenir l'identifiant unique? Et à ce moment-là, ne serait-ce qu'en France, pourquoi on garde IDREF et idéal en fait? Si jamais on considère qu'il faudrait avoir un identifiant unique, parce que aujourd'hui, quand on voit ce que vous présentez, moi je suis assez béotienne dans le domaine, on se dit que c'est quand même compliqué pour un chercheur. C'est-à-dire, s'il va dans Scopus, il a un identifiant Scopus, il faut qu'il aille créer qu'il dise à Scopus, si j'ai bien compris, donc à Elsevier, d'intégrer son Orchid. Après, il va dans HAL avec son idéal, il dit à HAL, mais j'ai un Orchid aussi, enfin, et du coup, j'arrive pas à voir comment ça marche. Bon, alors en fait, tout ça se passe sur des interfaces qui sont très simples. La connexion entre le Researcher ID et Orchid, c'est 2 minutes. Scopus et Orchid, c'est 2 minutes pour pouvoir basculer ces publications d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de problème, ou ces éléments de profil. Après, Orchid, c'est quand même très récent. Je pense que ça doit avoir 5 ans, pas plus. On était très méfiants au départ parce que justement derrière, même si c'est à but non lucratif, il y a effectivement tous les grands éditeurs, bien sûr. Elsevier, tous, ils sont tous derrière, mais pas seulement. Et justement, il faut que les universités peut-être rentrent dedans, les organismes de recherche, privés, publics, et participent au groupe de travail, parce que Orchid met en place des groupes de travail sur des tas de sujets. Nous, par exemple, au CCSD, on a participé à un groupe de travail sur comment implémenter Orchid dans les archives ouvertes. Voilà, donc il faut absolument s'investir pour que... Voilà. Mais je crois que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce qu'en fait l'idée, elle est géniale au départ. C'est justement de s'affranchir d'une plateforme privée, pas privée, mais une plateforme finie, donnée, que ce soit HAL, que ce soit le WOS, pour faire un identifiant chercheur qui, justement, est unique, vraiment, et qui va pouvoir suivre le chercheur vraiment de sa naissance à sa mort. C'est-à-dire à partir du moment où il commence à publier, où il est doctorant, jusqu'à ce qu'il finisse sa carrière. Donc c'est vraiment une bonne idée et elle s'est implantée partout. Et toutes les agences de financement aujourd'hui et tous les éditeurs vous demandent d'avoir un Orchid. Donc quelque part, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Après, est-ce que les identifiants tels que l'idéal vont rester après ça ? Moi, je pense qu'effectivement, le jour où chaque chercheur a son numéro de sécu, ça ne sera plus la peine d'avoir d'autres identifiants. Mais aujourd'hui, c'est indispensable parce qu'il y a quand même peu de chercheurs qui ont un Orchid en France. Il y a des pays qui ont déjà franchi la démarche de l'adhésion nationale, mais en France, je ne sais pas combien il y a de chercheurs, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez peu en fait. Voilà. Oui. Vous avez parlé du fait que les organisations pourraient jouer le rôle de tiers de confiance. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, alors justement, par exemple, une université qui va jouer le rôle de tiers de confiance, ça veut dire qu'elle va pouvoir, par exemple, verser sur le profil d'un chercheur qui fait partie de l'université des informations. Alors il y a toujours quand même, et c'est toujours, vous voyez par exemple, des choses comme ça. Alors il y a toujours la possibilité pour le chercheur de refuser. Il y a quand même toujours le dernier mot appartient au chercheur, mais il y a la possibilité de le proposer. Voilà, en fait c'est plus ça, la possibilité de proposer, et puis dans l'autre sens aussi, d'aller récupérer des informations qui seraient dans le profil du chercheur pour alimenter une base de données interne par exemple, avec toujours cette possibilité pour le chercheur de dire non, je veux que ce soit, c'est non. Mais le fait de se constituer tiers de confiance, ça nécessite, j'imagine, une démarche de la part de l'organisation. Ça nécessite une adhésion payante. De quelle ordre? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
va dépendre de la taille, ça va dépendre de différentes choses. Et alors, à l'échelle d'une commune, par exemple, un programme interdisciplinaire Alors, pour des communes, qu'est-ce que vous avez le bon niveau de tiers de confiance, c'est la commune, c'est l'université, si c'est un établissement, comment ça peut se passer? Je n'ai Là, pour pas la l'instant, réponse. on a 25 institutions, on va dire, l'enseignement supérieur qui ont adhéré En tant que tiers. En tant que tiers, pour l'instant, donc c'est pas énorme. C'est un processus qui débute, hein, par ailleurs. C'est un processus qui débute, Qui ouais. débute, hein. On pourra toujours adhérer en cours d'année. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu de Couperin, parce que c'est Couperin qui mène, encore une fois, la discussion et la négociation par rapport à Orchid. Pour l'instant, nous, en tout cas, le chiffre qui nous a été donné par rapport à Paris 13, par rapport à la taille de l'université, c'est 4 000 $ USD. Et c'est par année, j'imagine. C'est par an. quoi? C'est pas- Ce qui explique que Orchid ait des moyens pour se développer. Oui. Tout à fait. Mais bon, les données, je crois, sont stockées aux États-Unis. Je vais juste dire. Dans le cadre de l'évaluation HCERS des unités INSERM, nous, on a bénéficié des codes ORCID créés par l'INSERM. C'est-à-dire que c'est l'INSERM qui a lancé la démarche. Pour tout le personnel Paris 13 qui est affilié également à l'INSERM, on en a déjà des codes. Donc, il ne peut pas y avoir une discussion inter-affiliation, inter-établissement universitaire au PST, parce qu'en fait, on est énormément à être affilié à plusieurs organismes. Est-ce que chaque organisme doit payer? Chaque organisme doit payer, mais tu as le même numéro? Oui, non, je rajoute ma question à la C'est tienne. ça. Je suis d'accord. C'est la même question. J'avais la même réflexion en fait. Parce que moi, j'en ai déjà un numéro ORCID qui a été créé par l'INSERM. Oui. C'est un numéro ORCID chercheur. Là, on parle d'une adhésion institutionnelle. C'est pas du tout la même chose. Hein. Oui, mais qui donne le droit à l'institution de créer à notre place. Il y aurait en effet, alors je n'aime pas le terme de contrôle, mais d'accompagnement avec des applications qui sont autres aujourd'hui. Ce ne sont pas forcément les mêmes. L'idée, c'est de savoir si on retire notre demande, si on retire le personnel INSERM de la déclaration de notre nombre de chercheurs. Mais si on ferait baisser, du coup, ça ferait baisser. Ça, après, ça se négocie, hein, encore une fois. Ou alors, vraiment, au plan national. On peut aussi demander à l'INSERM de payer. Et on peut imaginer que le pôle de compétitivité puisse devenir terre de confiance en se donnant. Tout est possible. Après, c'est une volonté politique derrière, de portage. Ça peut être l'université, ça peut être au niveau de la commune, ça peut être une structure de recherche. Et c'est forcément un établissement d'enseignement supérieur ou pas? C'est recommandé. Fortement recommandé. D'autres questions? Oui. Quid du profil du CVA en termes de richesse de présentation? Parce que les publications sont une valorisation de notre travail de recherche, mais pour la partie enseignement, qu'est-ce que ces différents sites offrent comme possibilité? Alors, si je parle, alors dans Orchid par exemple, vous pouvez mettre à peu près tout, je pense. Dans HAL, en fait, vous pouvez déposer vos cours, donc éventuellement vous pouvez les récupérer dans votre CV. Mais sinon, dans le CV HAL, il y a une première zone qui est une zone libre, c'est-à-dire où vous mettez ce que vous voulez. Donc, en règle générale, les chercheurs mettent soit leur parcours professionnel un peu, soit leurs responsabilités, s'ils sont directeurs d'un labo, directeurs d'une équipe, etc., des choses comme ça. Donc, rien ne vous empêche de mettre à ce niveau-là ce que vous voulez avant les publications. Mais comme HAL est une plateforme d'archives ouvertes, donc de publication, c'est bien sûr ce qu'on met en avant. Mais après, vous pouvez mettre, il y a une zone prévue pour que vous puissiez mettre d'autres choses justement. Vous pouvez mettre des images, des photos, des liens. Vous avez accès au code source, donc vous mettez ce que vous voulez. Et le CV HAL est bien référencé dans Google. Alors, de manière générale, HAL est très bien référencé dans Google. On a de très bons contacts avec eux. Et quand ça ne va pas, ils nous contactent. On a eu une petite réunion il n'y a pas très longtemps.
pour nous dire ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire pour qu'on soit encore mieux référencé. Donc de manière générale, ça marche bien avec eux. Et de toute façon, c'est 90% des accès aux publications. Hein. Il ne faut pas se leurrer, ça vient par là. Alors, on prend une dernière question. Je pensais aux éditeurs qui acceptent leurs articles sur un thème viewing. Quel est le pourcentage pour l'instant de la façon dont ils utilisent ces bases de données sur les expertises des uns et des autres? C'est-à-dire, vous voulez dire... Est-ce que ça devient un outil éventuellement pour aller identifier les... Ah oui, je pense que oui. De toute façon, je pense que l'identité numérique du chercheur, ça sert aussi à ça, hein, à se faire connaître comme expert dans tel truc ou tel truc. Je pense qu'ils sont sur... bien sûr, oui. J'ai pas de chiffres, mais je pense que c'est des choses qui suivent. Donc on te remercie, Bénédicte.